Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Au mois de septembre, pendant le festival de l'école de la vie, j'ai eu la chance d'interviewer Caroline Sost. Caroline a ouvert une école à Paris, une école qui s'appelle Living School. Ça fait des années que je suis en admiration devant son école. Et donc là, j'ai eu la chance d'écouter sa conférence pendant le festival et d'échanger avec elle. Donc vous verrez, ce podcast a un format plus court que d'habitude. Il a duré un quart d'heure. Mais c'était déjà super de pouvoir échanger avec elle pendant 15 minutes. On a parlé du potentiel de l'enfant, d'estime de soi, d'éco-citoyenneté. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et je laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté ce petit échange. On est au festival de l'école de la vie, au milieu des bambous. Et j'ai écouté ta conférence tout à l'heure, et j'avais très envie que tu puisses partager en fait ton enthousiasme et tout ce que tu transmets aux enfants pour que les auditeurs qui ne te connaissent pas encore puissent entendre parler de toi et de tout ce que tu fais. Un grand merci et heureuse de cette rencontre aussi. Donc moi je suis Caroline Sost. J'ai créé il y a 12 ans une école qui s'appelle Living School et qui travaille à la fois sur le savoir-être pour vraiment donner confiance en soi aux enfants et leur permettre d'avoir un bon relationnel les uns avec les autres, et qui travaille sur le fait que les enfants puissent conduire des projets éco-citoyens dès le plus jeune âge, donc qu'ils puissent à leur mesure changer la société, le monde pour un mieux. Et puis nous sommes aussi une école pour les adultes, donc une école des parents avec des ateliers d'aide à la parentalité en soirée sur les thèmes comme l'autorité, les fratries, les ados, sur tout un tas de thèmes. On est aussi un lieu de formation pour les professionnels de l'éducation sur le savoir-être et l'éco-citoyenneté qui sont vraiment nos grandes forces. Et tout à l'heure, pendant la conférence, tu as répété une vingtaine de fois le mot potentiel, et c'est pour ça que ça m'a autant marqué, parce que développer le potentiel de tous les enfants, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce potentiel ? Alors, notre école s'est construite sur des repères qui viennent d'une approche que je n'ai pas créée, mais que j'ai appliquée au monde de l'éducation. Cette approche, ça s'appelle la psychologie d'évolution et aussi le leadership éthique. Et en psychologie d'évolution, la première chose qu'on postule, c'est le plein potentiel de tous les êtres humains. Et ce plein potentiel, il est à tous les niveaux, il est global. C'est un potentiel qu'il y a dans le corps, qu'il y a dans le cœur, la dimension affective, émotionnelle, relationnelle. C'est un potentiel qu'il y a dans l'intellect, donc dans la tête. Et c'est aussi un potentiel qu'il y a dans la créativité, dans l'intuition, l'imagination, la vision, qui est aussi une dimension tellement importante pour pouvoir créer des nouvelles choses, inventer un nouveau monde, puisqu'on en a tellement besoin. Et donc pour nous, on part du principe que tout le monde est détenteur de cet immense potentiel et que c'est le rôle de l'école de vraiment reconnaître ce plein potentiel chez tous les enfants, de manière à sortir de cette logique où on focalise très souvent juste sur les manques, sur les limitations, mais au contraire d'activer ce plein potentiel pour permettre aux enfants d'aller joyeusement vers les apprentissages et pas dans la contrainte, dans l'obligation ou dans le stress. Et donc, quel statut vous donnez à l'erreur ? Pour nous, l'erreur, c'est un moyen d'apprendre, c'est-à-dire que c'est même normal. On a une chanson qu'on adore d'un chanteur qui s'appelle Scott Kellystein qui dit en anglais « Oops, you made a mistake and you're beautiful, yes, you're beautiful ». Donc, oups, t'as fait une erreur, mais t'es beau. T'es beau, quoi qu'il arrive, tu seras beau. Et donc, sous-entendu, c'est ok, c'est complètement ok de faire des erreurs et ça fait partie des apprentissages. Donc pour nous, c'est pas un problème de se tromper. Oui, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Complètement. Voilà, il y a besoin de se tromper. Et par rapport, évidemment, vous privilégiez la coopération par rapport à la compétition. Est-ce que tu peux nous redire la belle anecdote dont tu as parlé tout à l'heure, tu sais, en sortie, un éducateur qui avait dit le premier au goûter à gagner, oui. Là, tu sais. Alors, chez nous, effectivement, ce qui est important, c'est qu'on réussisse tous ensemble. Et ça fait partie des règles de vie dans toutes nos classes, puisqu'on accueille des élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Donc on a 4 classes avec des multiniveaux. Et pour nous, nous réussissons tous ensemble, c'est une règle de vie. Elle est dans toutes les classes. Et j'ai cette anecdote qui date d'il y a des années. On était en classe verte et un des animateurs du centre qui nous recevait dit aux enfants allez, tous, on court pour aller prendre le goûter, le premier arrivé à gagner. Et aucun des enfants ne bouge pour courir. Et Tiber se tourne vers lui et lui dit mais Francis, tu sais, nous on joue pas à ces jeux-là. On joue pas à un jeu où il y en a un qui gagne et tous les autres qui perdent. Et je me souviens que Francis ce soir m'avait beaucoup parlé de ça,
parce que ça l'avait énormément marqué. Et autre chose qu'il m'avait dit d'ailleurs, il m'avait dit mais regarde comme ils s'assoient aux tables les élèves. Je disais mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il me dit mais nous on voit jamais ça ici. Je disais mais vous voyez pas quoi? Il me dit mais regarde là, t'as des CP mélangés avec des CM2, des maternelles mélangés avec des CE1, c'est inhabituel. Et en fait en réalité c'est ce qu'on vit nous à l'école, c'est de mélanger tous les âges et les tranches d'âge, parce que c'est important pour nous de créer cette ambiance au-delà des âges, quoi. Et le multi-âge, c'était vraiment un des principes clés de Maria Montessori. Et du coup, je m'interroge sur qu'est-ce que vous avez pris de l'héritage de cette pédagogue? Est-ce que vous avez un peu de matériel dans l'école? Qu'est-ce que vous avez gardé de cette pédagogue? Alors nous, on n'est pas une école Montessori. Déjà, on ne se définit pas comme ça. On est une école du savoir-être et de l'éco-citoyenneté. Et par contre, moi, j'ai eu la chance de découvrir le matériel Montessori et de le trouver extraordinaire, notamment en mathématiques. Donc oui, dans les classes de maternelle, on a pas mal de matériel Montessori, mais qu'on n'utilise pas comme un vrai Montessorien se réformer, puisque nous, je dirais, on n'est pas beaucoup en silence, on n'est pas beaucoup en travail individuel, on est plus en sous-groupe, il y a pas mal de joie, du coup pas mal de paroles, donc on n'est pas une école Montessori à proprement parler. Mais par contre, j'aime beaucoup le matériel qui a été créé, que je trouve d'une grande intelligence et qui permet justement de sortir de l'abstraction puisqu'on manipule, et je trouve ça très important. Et est-ce que tu peux nous parler de l'éco-citoyenneté ? Donc l'éco-citoyenneté, c'est ce pourquoi j'ai créé l'école. C'est que j'ai eu la chance par une formation au leadership éthique, il y a 20 ans maintenant, d'être très sensibilisée à l'état du monde et d'avoir envie d'apporter ma contribution. Et c'est là qu'est né mon projet d'école Living School, donc il y a maintenant 12 ans. Et chez nous, l'éco-citoyenneté, c'est vraiment clé. Et ce qu'on souhaite, c'est que les enfants puissent conduire des projets éco-citoyens dès qu'ils sont tout petits. Donc ça a commencé la première année avec Elliot, qui était en grande section, et qui me disait Caroline, quand je serai grand, je voudrais être policier pour la planète et apporter à manger à tous les enfants du monde qui ont faim. Et on lui a dit mais tu sais Elliot, pourquoi tu voudrais attendre d'être grand? On pourrait faire quelque chose maintenant. Et je me souviens qu'il a regardé l'enseignante Sophie et qu'il nous a regardé avec des grands yeux genre ah bon, je peux faire quelque chose du haut de mes 5 ans. Et du coup on a trouvé un partenariat avec Action contre la faim à l'époque où nos élèves ont peint des assiettes contre la faim, mais ils les ont peintes avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'élan parce qu'il y avait énormément de sens. Et on les a vendus, ça s'est vendu comme des petits pains à Noël. Et quand on a envoyé la somme récoltée à Action contre la faim, ils nous ont renvoyé un courrier. Et je me revois encore avec tous les enfants, les 23 enfants de cette classe à l'époque, lisant le courrier d'Action contre la faim qui disait merci les enfants, grâce à vous, 7 enfants ont été sauvés de la faim pendant 1 an. Et là, les enfants étaient hyper touchés. Et là c'était parti. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils étaient à fond. Et donc depuis, on est comme une mini ONG. C'est-à-dire qu'on est une école, on apprend à lire, écrire, compter, mais nous n'arrêtons pas de conduire des projets pour la planète qui viennent souvent des initiatives des enfants. Donc l'an dernier, il y a une petite fille qui voulait sauver les baleines. Il se trouve que sa classe a fait un compte écologique, a remporté un prix 1 000 € de prix qu'ils ont du coup attribué à Sea Shepherd et à Bloom. Donc on agit concrètement pour la planète, mais aussi les plus grands chez nous, les CM2, conduisent eux-mêmes leurs propres projets, enfin les CE2, CM1, CM2. Notamment, ils sont venus en aide à un monsieur SDF pour Noël il y a 2 ans de manière incroyable. Donc c'est juste pour dire qu'on sème des graines pour que les enfants aient envie d'agir pour un monde meilleur. Et ils le font avec beaucoup d'élan. Oui, et vous leur offrez un environnement où c'est possible, où même s'ils ne sont pas encore adultes, ils se rendent compte qu'ils ont la possibilité de changer le monde. Complètement. Voilà. Je me souviens quand j'ai écrit mon livre, j'avais dit ce serait bien de donner la parole aux enfants. Et donc il y a un chapitre de mon livre S'épanouir à l'école qui est consacré aux enfants. Et dedans, ce qui revient le plus, c'est possible. Pour eux, ce qu'ils ont retenu de leur scolarité chez nous, des années passées chez nous, c'est possible. Et donc c'est parce qu'ils ont vraiment la conscience pleine de leur plein potentiel et leur capacité d'agir. Et ça, je trouve que c'est un beau cadeau dans la vie. Quand on est conscient de son potentiel, on peut faire des choses extraordinaires et on peut reconnaître le potentiel chez les autres et aussi être dans l'altruisme. Et donc pour moi, ça c'est la clé, c'est d'abord de reconnaître en soi son plein potentiel, de s'aimer, de s'épanouir et alors on peut épanouir les autres. Et c'est vraiment clé dans ce moment que nous vivons sur la planète, assez interpellant et où je pense que nous avons tous besoin de passer à l'action. Donc plus on est conscient de notre potentiel, plus on est amené à être responsable et à agir pour un monde meilleur.
Oui, donc ces enfants, ça sera de futurs adultes, voilà, autonomes, conscients, et ils oseront agir en fait, parce que voilà, ils auront confiance en eux et ils pourront y croire en fait, que leurs actions auront un impact. Ben, leur action a déjà un impact, de fait. Déjà, ils changent déjà le monde, ouais. donc du coup ils vont continuer, je pense. C'est ça. Et je me souviendrai toujours d'un autre de mes anciens élèves, Elmar, qui m'avait dit, en revenant d'une conférence qu'il avait animée, il m'avait dit, tu sais Caroline, je sais que vous changez le monde ici, et je sais que vous avez à cœur que nous le fassions, et moi je ne sais pas encore dans quoi je le ferai, mais je vais changer le monde moi aussi. Et ça m'avait énormément touchée, je m'étais dit, bon super, il est conscient qu'il peut apporter sa contribution au monde, et je trouve ça formidable. Ouais. Et est-ce que vous pourriez nous raconter, est-ce que tu pourrais nous raconter comment se passe ton quotidien, voilà, quelques-unes de tes journées Alors moi dans le quotidien, je suis à l'administratif dans le bureau, mais j'anime aussi des séances de savoir-être dans la classe CE2, CM1, CM2 toutes les semaines, sur des thématiques qui viennent d'eux et aussi sur des repères que nous souhaitons leur donner. Donc là, dans les thématiques qui viennent d'eux, ils ont souhaité qu'on parle de la mort, ils ont souhaité qu'on parle des écrans, ils ont souhaité qu'on parle du football. Donc voilà, on va couvrir tout un tas de sujets. Et puis dans les thématiques qu'on souhaite aborder nous avec eux, je leur parle du repère intérieur, donc du fait de ne pas se laisser influencer trop par le regard des autres, mais de faire vraiment confiance à sa boussole intérieure et de suivre son ressenti, ses intuitions et de ressentir ce qui est juste avant d'agir. Donc voilà, ça c'est une partie de mon travail toutes les semaines, d'avoir ces séances avec eux. Et puis j'ai une cantine que j'anime aussi dans la semaine avec des enfants de CE1, CP et maternelle tout mélangé, petite, moyenne, grande section. Et donc on mélange les enfants, les grands, les petits pour l'heure du repas. Donc j'anime cette cantine et puis le reste du temps, je vais souvent passer dans les classes, voir, aider à la formation. J'encadre pas mal, donc je manage. Chez nous, on est une équipe et il y a un vrai management d'équipe. Il y a une vraie équipe, un vrai travail collaboratif dans l'équipe et c'est extrêmement appréciable et une ambiance incroyable. Et le reste du temps, je travaille pas mal aussi sur l'extérieur, le fait de faire connaître, puisque l'école est aussi un centre de formation. Donc j'anime énormément de formations dans des collèges-lycées, auprès de mairies pour des animateurs ou pour du personnel de la petite enfance, aussi dans des écoles primaires. Voilà, donc on intervient énormément sur le savoir-être et sur l'éco-citoyenneté dans tout un tas de lieux. On se déplace pas mal en France pour des conférences, comme à Montpellier aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc c'est aussi mon travail, de démultiplier et s'aimer, faire connaître. Et depuis combien d'années tu as cet enthousiasme en toi et cette envie de changer le monde ? En fait, je dirais depuis quasiment toujours, parce que j'ai un souvenir de petite avoir écrit un poème qui disait que quand je serais plus grande, je voudrais changer le monde. Et qui s'appelait « Si j'étais magicienne ». Et je suis hyper contente d'être devenue un peu magicienne à mon tour. Mais je dirais, il a fallu quand même passer par ce parcours sur le leadership éthique, qui m'a fait prendre conscience de mon potentiel, travailler beaucoup sur moi en profondeur pour enlever aussi tous mes freins. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment me lancer sans avoir des peurs. Et donc ça, je raconte beaucoup dans mon bouquin. Le premier chapitre, il est vraiment consacré à cette reconversion, puisque je suis passée du monde de l'entreprise à l'éducation. Ça a été un sacré cheminement. Et je raconte comment ça a pu être même une épreuve du feu parfois, et combien les repères qui m'ont été donnés dans le leadership éthique, dans la psychologie d'évolution, ont été d'une aide incroyable pour m'aider à passer ces caps et pour pouvoir me faire confiance. Eh bien, merci beaucoup. Et si tu veux bien, on termine par une citation qui te plaît, qui t'inspire. C'est une grande citation classique, mais que j'adore, qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et c'est Gandhi qui disait ça. Et pour moi, c'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que c'est à nous intérieurement de bouger pour pouvoir changer les choses à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a cette pédagogie sur le savoir-être et l'éco-citoyenneté, en faisant ce lien entre ce qu'il y a de plus intime à l'intérieur et cette action dans le monde. Est-ce que tu penses qu'on peut changer le monde si on manque un peu d'estime de soi et si on doute un peu de son potentiel ? On peut bien sûr à sa propre mesure, mais je pense qu'on est plus convaincant, plus puissant, on peut plus matérialiser de résultats concrets quand on a confiance en soi, ça c'est certain. On peut en emmener d'autres en plus, donc c'est ça qui est génial. Et est-ce que tu pourrais nous partager un livre qui t'inspire ?
Moi, je parlerai très volontiers du livre Now or Never, l'urgence d'agir d'Edel Goethe, qui est cette femme que j'ai rencontrée qui m'a formée au leadership éthique, qui est un livre d'un immense recul sur la société et le monde et qui explique comment c'est cette révolution intérieure qu'il faut pouvoir faire pour changer les choses dans le monde. Donc je dirais, voilà, c'est un vrai ouvrage de référence pour moi, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'accompagne, que j'ai lu, que je relis, parce que quelquefois il y a des choses très profondes qui demandent à être intégrées, pas que comprises intellectuellement, mais vraiment intégrées. Et donc c'est une très belle lecture que je recommande à tous les auditeurs. Et merci beaucoup pour d'avoir partagé ce petit temps avec nous et bonne continuation. Merci Céline. Je pense que comme moi, vous avez apprécié l'enthousiasme, l'énergie de Caroline et elle peut vraiment être fière d'elle, voilà, de tout le travail qu'elle réalise depuis des années pour que justement chaque enfant puisse développer son plein potentiel. Et si je suis autant admirative de son école, de tout son travail, c'est parce que ça résonne vraiment en moi. Et depuis quelques années, j'ai vraiment conscience que chaque enfant a du potentiel, même si on ne s'en rend pas forcément compte au premier abord par rapport à leurs difficultés, leur comportement. Je sais maintenant que tous les enfants ont du potentiel et ma mission dans la vie, c'est vraiment de permettre à chaque enfant d'explorer toutes ses capacités et de changer le monde. Donc voilà, je pense qu'on se rejoint beaucoup avec Caroline sur nos ambitions et je la remercie vraiment d'avoir pris ce temps pour ce podcast et de contribuer vraiment à changer le monde par l'éducation. Merci Caroline et j'espère à bientôt.